Bonjour, bon retour. Donc, c'est notre premier panel de l'après-midi. Un panel rencontre secteur d'excellence présenté par XN Québec, Connecter la culture et les gens, le pouvoir des nouvelles technologies. Je vais laisser la place à Jeanne Dompierre, qui sera la modératrice de ce panel, mais qui est également directrice générale de XN Québec. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Oui, je suis Jeanne Dompierre, directrice générale de XN Québec. Et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue David Lamarre, qui s'est éloigné de moi pour une raison obscure, mais également de Naya Salamé de Mutech, Juliette Van Galen de Lucion et Lucie Brilouet, pardon, j'ai eu une petite absence. Lucie Brilouet de Gentilhomme. Je les ai rassemblés ici aujourd'hui parce qu'on va commencer par vous faire une petite présentation de l'écosystème québécois de la créativité numérique, qui est un secteur dont l'excellence est reconnue partout à travers le monde. Mais ensuite, je vais laisser la parole à ces trois personnes qui présenteront chacune des projets qui ont un caractère métamorphosant. Je voulais être en phase avec le thème de Montréal Connect cette année. Donc, en créativité numérique, on a beaucoup de projets qui transforment les espaces dans lesquels ils se développent. On a des projets qui transforment les relations que les gens ont avec leur milieu de vie, ont entre eux, mais aussi on a des démarches qui sont transformatrices à un niveau encore plus profond, à un niveau sociétal. Et les projets qui vont être présentés par Naya, Juliette et Lucie comportent ce genre de caractéristiques. Mais avant de leur passer la parole, David et moi allons vous faire une petite présentation de l'écosystème et de XN Québec, l'association pour laquelle nous travaillons. Donc, XN Québec, c'est un organisme à but non lucratif, une association de membres qui rassemble près de 200 membres. Je pense qu'on peut dire maintenant plus de 200 membres, qui sont des studios qui œuvrent à la croisée de la culture et de la technologie, qui utilisent la technologie comme matière première pour créer. David va vous dire un peu ce qu'on fait, mais notre mission, c'est vraiment de représenter et promouvoir les intérêts de nos membres auprès des décideurs et des joueurs de l'industrie, puis de créer des occasions de partenariat, mais aussi de poser le plus possible les conditions pour favoriser l'essor du secteur. Donc, concrètement, je laisse passer la parole à David pour expliquer ce qu'on fait. Absolument. Alors, la mission de XN Québec là, se décline sur 6 points. D'abord et avant tout, c'est d'être une courante mission avec les décideurs, avec les bailleurs de fonds. Évidemment, on en a parlé, on est aussi là pour faire beaucoup de maillage, autant entre les entreprises qui comptent parmi nos membres, mais aussi avec d'autres associations professionnelles, comme par exemple, la dernière fois que j'étais ici, c'était pour une conférence avec l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la production audiovisuelle. On fait aussi une veille d'intelligence d'affaires. Alors, toutes les statistiques qui vont être présentées dans la présentation aujourd'hui, ça vient d'une étude du secteur qui a été commandée par XN Québec. Au niveau des communications aussi, on fait beaucoup de contenus, autant B2B et B2C, qui sont rendus disponibles sur le site web xnquebec.co. Et le 6e point... Bien sûr, c'est la force du nombre. En fait, chez XN Québec, on a plus de 200 membres. On utilise la force du nombre pour négocier des avantages qui bénéficient à tous les membres d'XN Québec. Merci, David. On voulait entrer un peu plus en profondeur dans certaines de nos activités qu'on jugeait plus susceptibles d'intéresser les gens dans ce contexte-ci. C'est nos activités qui ont vraiment un potentiel de portée internationale. Tout d'abord, l'Effet Québec, pôle d'expertise en exportation. L'Effet Québec, c'est une bannière sous laquelle on se rend dans différents événements internationaux avec des studios. On a d'ailleurs une portion de nos collègues qui sont à Mexico en ce moment, dans le cadre de Mutech Mexico. Fait que tout est dans tout, comme on dit. Qui accompagne une délégation d'entreprises pour faire des rencontres productives là-bas. Donc, l'Effet Québec, c'est ça, mais c'est aussi un organe de production d'études d'intelligence d'affaires en collaboration, évidemment, avec des experts en la matière. Et c'est une plateforme sur laquelle
tous les partenaires potentiels à l'étranger qui souhaitent travailler avec des studios québécois peuvent trouver des informations très pertinentes sur les studios. Chaque studio membre de l'Effet Québec a une fiche avec des projets, des photos, des démos, mais aussi des informations sur les marchés qui l'intéressent. Et c'est un endroit vraiment très pertinent pour ceux qui souhaitent collaborer avec le Québec en créativité numérique. On a aussi le Numix Lab, qui est un projet vraiment un projet phare en fait de l'organisation qu'on organise en collaboration avec Correspondance Digitale, qui est un partenaire français. La 5e édition aura lieu cette année. D'ailleurs, on ne l'a pas mis encore parce qu'elle n'a pas encore eu lieu, mais en Allemagne, donc à Munich, Leipzig et Berlin à la fin novembre. Et le Numix Lab, en fait, c'est un événement itinérant qui, chaque année, rassemble les joueurs les plus solides de la créativité numérique, de l'immersif plus spécifiquement, dans le but de créer une communauté et de favoriser les collaborations, les coproductions. Donc, il y a beaucoup de rencontres qui sont organisées, beaucoup d'événements de réseautage, mais aussi des conférences, des visites de lieux inspirants, etc. Et finalement, un autre projet qui a de plus en plus d'antennes internationales, c'est les Numix, dont David va parler. Absolument. Les Numix, c'est essentiellement le Super Bowl de XN Québec. C'est notre gros événement de l'année. On ouvre l'appel de projet, on ouvre les candidatures dès le début du mois de janvier. Et puis, la cérémonie de remise de prix a lieu à la fin du mois de mai. Depuis 2021, en effet, on est ouvert aux projets internationaux. Si on passe à la diapo suivante, on peut voir qu'on a déjà reçu plus d'une vingtaine de projets internationaux à la dernière édition. On a célébré les 15 ans des prix Numix l'an dernier. Au total, on a au-dessus de 230 projets qui ont été soumis dans 9 catégories l'année passée. Et puis, ça représente encore plus de 200 entreprises qui étaient impliquées dans ces projets-là. Merci beaucoup. Alors, passons maintenant à nos membres, à notre écosystème, qui sont vraiment notre raison d'être. Donc, je le mentionnais tantôt, nos membres sont vraiment à la croisée de la technologie puis de la créativité. Vous allez pouvoir voir là, un peu plus ce que ça représente. Je te laisse peut-être continuer avec ça. Absolument. Donc, on représente plus de 75% des joueurs qui font partie du secteur de la créativité numérique au Québec. Et puis, c'est un secteur qui est très large. Essentiellement, c'est toutes les entreprises qui utilisent les nouvelles technologies pour créer des produits culturels ou artistiques, mais qui ne s'inscrivent pas dans les médias traditionnels, donc qui ne font pas du cinéma, de la télévision ou même du jeu vidéo. Alors, ça recoupe le projection mapping, les installations interactives en espace public, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, réalité mixte, des applications pour le web, pour les tablettes et ainsi de suite. La plupart de ces studios-là, c'est des petites équipes, c'est des équipes de 15 personnes ou moins. La plupart sont basés à Montréal. Il y en a quand même environ 80% qui sont basés à Montréal, 10% à Québec, 10% ailleurs dans la province. Au total, c'est 4000 emplois et puis c'est en forte croissance pour les prochaines années. Absolument. Parlons-en de cette croissance. Les statistiques qu'on a, comme David le mentionnait, proviennent de cette étude qui est parue au printemps dernier, étude produite par la firme Abo, commandée par XN Québec sur les perspectives économiques du secteur. Puis les données sont de 2022, mais on a des données quand même prospectives super intéressantes. En 2022, on était sur 500 millions de dollars de revenus pour le secteur, mais les perspectives de croissance sont de l'ordre de 12-13 jusqu'en 2025. Et le sous-secteur du divertissement immersif est vraiment le sous-secteur qui occupe le plus grand poids et qui a aussi le plus grand potentiel de croissance. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un secteur qui est vraiment divisé entre production de produits de propriété intellectuelle et offre de services. 80% de nos entreprises développent leurs projets, développent leur propriété intellectuelle, mais on a quand même 80% des revenus qui proviennent encore du service. Fait que c'est vraiment cette espèce de travail d'équilibre entre le service et le développement de projets propriétaires qui est une des caractéristiques définissantes du secteur. L'exportation est vraiment au cœur des stratégies des entreprises. Plus de 50% des revenus proviennent de l'extérieur du Québec. Donc, c'est un secteur qui est très, très ouvert aux collaborations internationales. C'est une de ses pierres d'assises. Donc,
On a vraiment 68% des entreprises qui exportent. Et là-dessus, fait intéressant aussi, on parle encore de petites entreprises, mais plus de 50% exportent en direct parce qu'on n'a pas encore des réseaux de distribution qui sont tout à fait, qui couvrent vraiment l'ensemble du secteur. Donc, souvent, c'est vraiment une personne qui a cette vocation-là à l'intérieur de chaque organisation, ce qui est quand même une particularité aussi. Les marchés, sans grande surprise, on est beaucoup sur les États-Unis et sur l'Europe, mais il y a quand même des pointes en Asie, au Moyen-Orient, où il y a des projets souvent très lucratifs, très intéressants, mais où il y a une certaine complexité supplémentaire. Les États-Unis, c'est quand même un peu le Graal pour notre secteur. D'ailleurs, je présume qu'avec Gentilhomme, tout à l'heure, on va entendre parler de projets qui sont aux États-Unis. C'est proche et il y a beaucoup d'argent pour les projets et il y a énormément de demandes. Donc, c'est vraiment un partenaire important pour notre industrie. Pour terminer, les atouts du Québec pour les entreprises qui sont nommés vraiment par les entreprises, bien, évidemment, on a des programmes de financement qui sont intéressants, incluant des mesures fiscales incitatives. Les coûts de production et d'exploitation ici sont relativement abordables si on compare à Toronto, par exemple, ou à Vancouver ou aux États-Unis. Mais plus que tout, c'est vraiment la créativité, le dynamisme de cet écosystème. Partout à l'international, on se le fait demander, c'est quoi votre secret? Qu'est-ce qui explique le miracle montréalais? On ne le sait pas vraiment, mais on le vit au quotidien. Puis ça, évidemment, ça vient avec une main-d'œuvre qualifiée et talentueuse. C'est pas dire qu'il n'y a pas de défis. Il y en a beaucoup. Même si le financement existe, l'accès est difficile. Développer et exploiter les propriétés intellectuelles, trouver cet équilibre entre le service et la propriété intellectuelle, c'est un défi constant. C'est pas toujours évident de trouver les bons partenaires, donc le maillage demeure un défi aussi. L'accès à l'intelligence d'affaires, mais aussi évidemment les mêmes problèmes qui affectent d'autres industries, le recrutement, la formation et la rétention de la main-d'œuvre. Puis, on a un écosystème qui est très varié, donc qui est fragmenté. On travaille beaucoup à le réconcilier. Alors, ça fait le tour pour la présentation de XN, de l'écosystème. Je vais passer la parole à Naya de Mutech. Naya va venir parler du village numérique, qui est un projet absolument formidable dont XN était partenaire cet été. Je lui passe la parole. Je crois que ça va vous plaire. Merci, je vais me mettre là aussi. Je m'excuse en avance pour l'agression visuelle que vous allez vivre sur cet écran géant avec notre belle identité visuelle jaune fluo. Mais je voulais vous remercier d'abord de nous inviter à présenter ce projet qui est tout nouveau. On a fait juste une édition, puis déjà on a la confiance de l'industrie. C'est vraiment super. Donc je vais vous en parler rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas eu la chance de venir à la première édition. Donc, le village numérique est un parcours d'installation d'art numérique en intérieur et en extérieur dans le quartier des spectacles qui a eu lieu en août 2024. C'était complètement gratuit et accessible à tous et toutes. On l'a lancé à l'occasion des 25 ans de Mutech pour accéder à un plus grand réseau de l'art numérique que Mutech a déjà une mission et des gens en mission pour diffuser. On se positionne comme vitrine de la créativité numérique québécoise dans un sens où la majorité de notre programmation a été des studios et des artistes québécois et québécoises. Et on s'est vraiment mis dans un contexte où on avait vraiment beaucoup d'acteurs internationaux qui étaient là parce que Mutech est normalement très international. On a le festival et le forum qui amènent beaucoup d'internationaux. Et là, on a pris cette occasion pour montrer des artistes québécois et québécoises qui ont eu l'occasion de montrer leur travail. On vise le rayonnement des créateurs, créatrices, la fédération du milieu et le développement de publics de tous âges, milieux, communautés culturelles et provenance pour cette discipline culturelle. On avait 23 installations. Oula, okay. 23 installations créées par des artistes locaux, locales et internationales, quelques petits... Enfin, la plupart, c'était quand même québécois.
ça a été important pour nous de montrer des artistes indépendants et des studios, ainsi que des étudiants, donc vraiment la relève de l'art numérique, pour montrer au public montréalais toute l'ampleur, au public montréalais et international, toute l'ampleur de l'art numérique qui se passe localement. Donc ça, c'était notre carte. C'était un range de 10 minutes à pied pour des personnes qui sont en bonne capacité physique, mais aussi c'était complètement accessible en fauteuil roulant et aux personnes qui ont de la photosensibilité ainsi qu'aux enfants. C'est vraiment, l'accessibilité a été quelque chose de très important pour nous cette année et pour les années à venir. Je vais donner quelques exemples de la programmation. Je ne pourrais pas parler de tout, même si j'en ai vraiment envie. On est venu s'installer dans un espace public, le quartier des spectacles, qui a beaucoup déjà d'œuvres qui sont présentées. Mais nous, ce qu'on a voulu faire en plus, c'était d'apporter dans cet espace public des œuvres qui sont normalement dans des contextes plus muséaux. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Par exemple, l'œuvre de Sabrina Raté qu'on voit en bas à gauche, qui n'a été que présentée dans des galeries, dans des musées, qui est quelque chose une œuvre contemplative. Et donc, elle a été présentée pour la première fois dans un espace public, là où les gens passent simplement, les gens puissent s'arrêter et voir. En plus de transformer l'espace public en la mettant ici, on a aussi participé à la transformation de l'œuvre elle-même qui, pour s'adapter à cet espace, a été mise dans un container et a ajouté en fait au message de l'œuvre qui parle de déchets électroniques. Donc la mettre dans un container, par exemple, ça a été une belle façon aussi d'ajouter à la valeur artistique de l'œuvre. Un autre exemple, ce serait Vessels, qui est en bas à droite de l'écran, qui est une œuvre aussi contemplative et fragile qu'on a mis sur l'esplanade de la Place des Arts, qui est un lieu qui est très habité par des populations très diverses. Donc on a les enfants qui jouent dans la fontaine et on a les buveurs de bière sur les escaliers. Et ça, pour moi, ça c'est un très bel exemple de comment apporter l'art dans un écosystème existant sans déranger, sans demander aux gens de partir ou d'agir différemment, mais simplement, voilà, voici une œuvre d'art que vous pouvez contempler tout en étant dans votre espace habituel. Donc ça a vraiment été une très belle réussite. Je passe rapidement. Une autre façon que j'interprète le thème des métamorphoses, c'est comment on a transformé le relationnel du public. Donc, je donnerai comme exemple l'œuvre de Daily tous les jours, le studio, donc du Etty Mobili Musicali, en haut à droite, et en bas à droite, Laser Symphony de Honda Studio, qui sont deux œuvres qui invitent les membres du public à interagir d'une certaine façon pour créer de la musique ensemble, de deux façons totalement différentes, mais en gros, c'est ça. Et ce qui est intéressant dans ces deux œuvres-là, c'est qu'on a besoin de plein de personnes pour activer la musique. Et donc, c'est des gens qui ne se connaissent absolument pas, qui ont trouvé des moyens de collaborer, de jouer ensemble, de se donner de l'espace, de se guider pour créer des moments qui sont beaux, contemplatifs, amusants. Donc, c'était vraiment beau à voir des gens qui ne se connaissent absolument pas, forcés à interagir de cette façon. Aussi avec Voices in Your Head de Irregular, qui, pareil, avait besoin de l'interaction des gens pour être activés. Mais il fallait savoir comment se donner de l'espace, quand est-ce qu'on avait pris trop de place, quand est-ce qu'il fallait... Donc,
en tout cas, c'était vraiment très beau à voir tout ça. Je vais faire un peu plus rapidement. Une chose qui a été très importante pour nous, c'est de donner une expérience au public qui était holistique. Donc, on avait une équipe dédiée de médiation, des bénévoles et des médiateurs, médiatrices culturelles qui étaient là en tout temps pour guider le public à travers cette forme d'art qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et puis, on a eu des visites guidées, notamment avec XN Québec pour les professionnels. On a aussi proposé des ateliers éducatifs gratuits pour que les gens puissent en apprendre un peu plus sur cette forme d'art en essayant. On a eu des participants de 5 à 79 ans qui se sont essayés. Donc ça a été vraiment, ça aussi c'était très beau de voir la collaboration qu'il y avait entre toutes les générations. Des ateliers gratuits bien sûr, et puis on a eu 2 classes de cégep en intégration multimédia qui ont eu droit à une visite privilégiée technique de l'arrière de la scène pour participer à la création de la relève technique au Québec. On a aussi eu des événements professionnels, donc notamment avec le B2B qu'on a fait avec XN Québec, pour que les artistes se rencontrent les acteurs de l'industrie. Et d'ailleurs, à travers en fait le B2B et d'autres événements de réseautage qu'on a organisés, on a déjà des artistes qui sont bookés à l'international à travers des rencontres qu'ils ont fait au village numérique. Donc, on est vraiment très, très fiers de ça. Plein de partenaires, merci beaucoup, on les aime beaucoup. Et puis, donc, pour cette première édition, on a eu 300 000 visiteurs, visiteuses, ce qui est vraiment incroyable. Et on a vraiment, vraiment hâte à la prochaine édition pour vous montrer tout le reste de ce que le Québec a à offrir par rapport à tout ça. Merci beaucoup, Naya. On peut donner le cliquet à Lucie. C'est la première fois que je découvre les chiffres là, du village numérique. Je trouve ça vraiment emballant de constater que le succès a été aussi grand qu'on l'espérait. Donc, je passe la parole à Lucie qui va parler des projets du Studio Gentilhomme. Bonjour à tous, mon nom est Lucie Briloé. Merci XN Québec de nous donner l'opportunité de présenter nos projets ici aujourd'hui. Je voulais d'abord commencer par une petite introduction du studio, de type de projet qu'on aime faire, sur lequel on travaille déjà depuis un certain bout de temps. Donc Gentilhomme Studio est un studio spécialisé dans les expériences immersives, entre autres des expériences d'art numérique qui peuvent se retrouver dans des endroits donc publics, des malls. On a fait aussi certains spectacles, concerts pour des artistes locaux et internationaux. Juste pour le petit background, c'est Thibaut Duvernay qui est notre fondateur et réalisateur de films, courts-métrages à la base. Donc ça a été beaucoup l'essence du studio de travailler d'un point de vue visuel l'image. Puis petit à petit, on s'est tourné vers des installations plus immersives, interactives, dans lesquelles on se spécialise en fait de plus en plus dans nos derniers projets, que ce soit autant pour du service que pour les projets à l'interne qu'on développe en recherche, développement, expérimentation. On est une petite équipe, comme vous disiez, on est autour d'une quinzaine, vingtaine de personnes, dépendamment des projets. On est une équipe vraiment couteau suisse passionnée, on a autant des artistes 3D, des codeurs, des créatifs technologistes, on a nos équipes de communication, de BizDev et toute l'équipe de production et de direction, bien sûr, qui font arriver les projets. Donc on est très fiers de notre équipe en général. Ce que je voulais dire aussi, c'est on aime créer des installations immersives qui réveillent notre enfant intérieur.
Ça, c'est une ligne directrice du studio. On aime travailler nos projets pour vraiment revenir à cette essence d'émerveillement, de festif, de joyeux, tout en intégrant en fait la technologie, mais de manière très cachée, non visible. Ça, c'est quelque chose qui nous est à cœur. Et là, aujourd'hui, je voulais vous présenter donc spécifiquement 2 projets qui se révèlent être dans l'espace public, qui ont un effet transformateur. C'était l'essentiel de vous montrer quelques exemples qu'on a développés. Donc ici, Pop. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un des premiers projets que j'ai fait chez Gentilhomme en tant que productrice. Je suis désormais réalisatrice multimédia et je dirais que c'est un peu mon projet chouchou. C'est une expérience qu'on a créée avec le quartier des spectacles en 2019 sous la bannière de luminothérapie. Luminothérapie, pour contexte, c'est un événement qui se passe à Montréal à la place des festivals pour venir réveiller un peu l'hiver. Donc ça vient venir dynamiser le centre-ville pour s'assurer qu'il y ait des expériences, que c'est pas parce qu'on est en hiver au Québec et qu'il fait froid qu'on peut pas sortir. Et cette année-là, le thème, c'était la célébration. Et on a voulu vraiment donc travailler sur une œuvre qui vient créer la joie, faire sortir justement l'enfant intérieur en nous autres, par le biais de ces énormes créatures gonflables qui sont cachées dans des boîtes, par lesquelles on vient les réveiller en venant crier, chanter, pour les venir faire popper hors de la boîte. Donc on a travaillé vraiment avec des technologies, on dirait assez simples, mais assez massives, comme du gonflable, des sensors, de la détection de voix, etc. Mais d'une manière à ce que ce soit toujours avec la surprise. Et un élément super important également, c'était le côté musical de cette œuvre. C'est toujours un axe qui nous tient à cœur. On voulait vraiment que ce soit quelque chose de très festif. Je vais revenir en arrière. Très festif, joyeux, justement, pour que en hiver, même si on a la grisaille et le côté monotone, on puisse surprendre avec une musique un peu plus électronique, avec des couleurs vibrantes, et vraiment inciter les gens à venir essayer l'œuvre. Et dans tout le côté user experience, donc, on a voulu aussi amener l'effet collaboration où on avait plusieurs paliers d'expérience où si une personne arrivait à faire sortir un personnage de sa boîte, elle faisait comme une petite chorégraphie. Mais si on arrivait à être les 5 personnes tous ensemble à les faire sortir, la chorégraphie était différente, mais aussi la musique, d'une certaine manière, c'était un peu plus long. Donc, on a travaillé tout ça. On sait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui marchent bien, qui marchent moins bien. On s'est adapté parce que le contexte public nous permet de faire ça. Et c'est une expérience très intéressante. Aujourd'hui, elle tourne beaucoup aux États-Unis, beaucoup dans des villes où il fait chaud, ça c'est bien. On sait que l'hiver et la technologie, c'est difficile, mais ça a très bien fonctionné pour nous quand même. Donc là, actuellement, elle est partie à Houston, elle s'en va à Orlando et à Rhode Island. Donc, on est assez fiers. Et donc, merci à Caroline de sa participation. Tu m'as soufflé. Donc ça, c'est sous la bannière de QDS International qui fait tourner l'œuvre actuellement. Un autre exemple qui est un projet qu'on a développé vraiment pour nous à l'interne au début, c'est une Gravity Orchestra. Donc c'est une œuvre qui s'apparente à un pinball, on va dire, un flipper, mais musical. Donc vous êtes à la place de personnes, vous êtes devant l'écran et en fait avec les bouts de bois qui sont placés sur un socle en avant de vous, ça crée comme des joysticks, des manettes dans lesquelles l'écran vient
savoir où exactement se trouve le bout de bois. Donc comme il y a un tracking qui est caché, et chaque balle qui descend de l'écran vient percuter le bout de bois, donc ça crée une note de musique. Je vais pouvoir montrer une petite vidéo par après pour vous montrer un peu plus spécifiquement qu'est-ce que ça crée. Puis l'essence de ce projet, c'était vraiment d'avoir une expérience en fait infinie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, c'est vraiment comme un instrument de musique. Ça, c'était une ligne, pareil, directrice de l'expérience, de la création de ce projet. C'était de s'en servir comme un instrument. Même s'il a une esthétique un peu plus d'arcade, ça aussi c'était choisi, on voulait faire ce mix-là. Donc ça, c'était un projet qui a été exposé à South by Southwest, à Montréal. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette année, on a eu l'opportunité de revoir l'échelle de ce projet, de sortir de l'écran et de projeter directement sur la façade d'un immeuble au travers du festival MAP Montréal, qui a eu lieu il y a peut-être 2-3 semaines. Et ça a vraiment changé la perspective du projet. Ça a super bien marché. Sur le coup, je dirais pas qu'on n'était pas sûr, on savait que ça allait marcher, mais ce que ça a fait sur les gens, l'expérience, la surprise d'avoir en fait un socle en avant de nous, les bouts de bois qui ont une échelle de taille normale, mais qui sont amplifiés par la projection sur l'immeuble en avance, ça a été vraiment une expérience incroyable et qui a très très bien marché, autant pour les grands que pour les petits, comme on peut voir. Donc je voulais vous montrer une vidéo pour vous montrer un peu. Il faut que je reclique. Ouais. Donc là, on était. Je ferai baisser un petit peu le son. Merci. Donc on est sur l'immeuble à côté de la voie ferrée dans le Myland. Donc comme on peut voir, on a gardé l'aspect musical. On avait les speakers à côté du socle. Et on avait donc en avant de nous l'écran amplifié. Et ça donne une autre perspective à l'œuvre. Au début, on avait toujours regardé ça au point de vue d'un écran, mais là, on se rend compte que de plus en plus, on aimerait la présenter dans une échelle beaucoup plus grande. Et je pense même dans les explorations futures du projet, on aimerait même pouvoir étendre la table à que ce soit beaucoup plus grand pour avoir l'espace à ce que plusieurs personnes, plus que 2 ou 3 personnes, puissent jouer en même temps et créer en fait des mélodies, des symphonies vraiment à l'infini en fait. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. C'était vraiment très intéressant. Puis la dernière, mais non la moindre, Juliette Van Galen de Lucion, qui va nous parler d'un projet quand même bien différent, mais tout aussi transformateur. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de passer les slides en même temps que je tiens mon téléphone. Ça devrait aller. J'ai trouvé le bouton. Parfait. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ici pour vous parler d'un projet qui est en développement chez Lucion depuis quelques années maintenant, mais qui est en constante évolution. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous parler de ça aujourd'hui. Nocturne, c'est ce qu'on appelle une fiction environnementale. Donc c'est une expérience immersive où l'art s'infiltre dans l'environnement pour créer une vision du futur. Donc c'est un petit peu comme la baseline. Et c'est une expérience qui s'inscrit dans un contexte de mutation actuelle, donc contexte de mutation sociale, technologique, qui change nos vies de tous les jours. Nous, on a pour ambition d'offrir une expérience sensationnelle qui nous aide à envisager l'avenir constructivement. On veut imaginer que les solutions à nos problèmes d'énergie, d'habitat ou de transport existent déjà et que, en fait, la nature les aurait déjà inventés. Donc Nocturne nous propose d'observer, de découvrir et de partager ces techniques à travers une histoire ludique, immersive et interactive. Donc il faut qu'on imagine à ce moment-là que c'est une découverte d'une petite colonie humanoïde
qui s'entoure d'une nature luxuriante, de lumière, de sons, d'objets et d'un monde vivant. Au départ, c'était l'émotion d'une balade en forêt, je vais vous en parler un petit peu après, mais aujourd'hui, ça a pris plusieurs formes et c'est devenu comme un gros écosystème. Donc découvrir Nocturne, c'est un peu s'émerveiller de tout ça, de la nature, et de proposer des solutions positives et concrètes. C'est un peu flou ce que je raconte là, mais je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, vous inquiétez pas. Donc par le truchement du récit, de l'art et de la science, on vient découvrir cette petite colonie humanoïde. Donc on va dire qu'à l'inverse d'un récit traditionnel, Nocturne, ça se vit. On peut déambuler dans Nocturne, on va dire. Et ça se vit donc par une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un biologiste qu'on a appelé Jacques Morin, québécois d'ailleurs, qui est un grand fanatique de champignons. Et en fait, pendant ses promenades en forêt, il s'est rendu compte qu'il a découvert une petite structure au pied d'un arbre qui avait l'air d'être un champignon, mais qui n'en était pas un en fait. Il s'est rendu compte que ce champignon-là, il avait un petit peu une forme d'architecture paramétrique, quand même très organique, mais en même temps, on dirait que ça a été construit par quelqu'un. Donc il fait beaucoup de recherches, puis il se rend compte qu'il a découvert une petite communauté humanoïde qui construit ces petites habitations-là au pied des arbres. Donc il fait beaucoup de tests en laboratoire, de recherches. On a comme ces petits écrits qu'on voit ici, comme si on suivait un petit peu son journal. Puis au fur et à mesure de faire ces tests et ces rencontres avec cette petite colonie, il décode leur langage. Il a au bout d'un moment une grande connaissance de cette colonie et de leurs préoccupations. Donc c'est un projet qui peut prendre plusieurs formes en fait. Initialement, ce projet il a été construit pour un parcours en forêt. Donc un parcours où des visiteurs pourraient se promener et déambuler et découvrir cette forêt habitée par un petit peuple humanoïde, une petite communauté qui est bien différente de la nôtre. On veut amener aussi ce projet dans les villes, donc faire une forme un petit peu déployée en intérieur, dans des serres ou dans des espaces plus muséaux. Donc ça reste un peu la même idée d'un parcours, pareil, déambulatoire. Celui-ci avec des écrans, on viendrait amener de la végétation, des plantes. On amène aussi un peu d'interactivité là-dedans. Et on rencontre ces personnages-là. En exposition, donc ça, c'est encore en développement, donc on peut le voir ici. Cette exposition-là, c'est comme si le professeur dont je vous ai parlé tout à l'heure venait amener sa petite mallette et venir nous proposer des ateliers de la pédagogie de la science et vraiment nous expliquer comment il rentre en communication avec ces nocturnes et comment ils agissent, etc. Donc tous leurs principes qu'il a découverts. Et il y a aussi un gros aspect recherche et développement qui est aussi en développement en ce moment, donc grâce d'ailleurs au MT Lab avec qui on a reçu du financement pour justement développer cette partie un petit peu plus scientifique. En fait, nous, notre objectif, c'est de pouvoir développer ce projet de manière la plus éco-responsable possible. Donc, on aimerait construire tout ce qui est décor, scénographie, etc. En biomatériaux. Donc, comment on dit en tout cas, on s'aide de l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui, eux, ont un laboratoire sur les biomatériaux. Donc, on est en échange un peu constant avec eux pour développer cette meilleure recette pour pouvoir construire nos scénographies de manière éco-responsable. Donc, ce scénario, il se divise en plusieurs stations assez distinctes. Depuis le début, en fait, je vous parle vraiment de cette petite communauté, mais on la découvre à travers plusieurs stations. Donc, on a la première station qui met toujours en évidence, chaque station met en évidence en fait une notion scientifique ou en tout cas une notion environnementale particulière. Donc, la première notion, c'est la découverte des jardins verticaux. Donc, ici, on a toute la question de l'agriculture circulaire,
de l'aéroponie aussi, qui est toute cette culture hors sol qui demande peu d'eau, etc. Ensuite, on traverse leurs habitations. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des habitations qui sont créées avec des biomatériaux. On cherche à développer ça de manière durable, donc tout ce qui est question matériaux durables, etc. On passe ensuite avec la vie sous la terre. Ici, c'est plus l'intelligence moléculaire, les micro-applications, donc vraiment tout ce qui est un peu plus champignons et tout ça. Le labo du professeur, donc le langage, la communication, comment lui, il a réussi à décoder leur langage. Le langage de la nature, plus la partie sonore, écologie sonore et le phénomène de résonance. Les réservoirs de lumière, donc avec la bioluminescence, les énergies durables et tout ce qui tourne autour de ça. Et ensuite, la grande célébration qui est un peu comme le climax de ce parcours-là, donc avec tout ce qui est connexion avec la nature, comment la nature communique entre elles, etc. Pour créer ce projet, on s'entoure évidemment de chercheurs, chercheuses, d'une communauté scientifique assez précise pour nous permettre de ne pas dire de bêtises, évidemment. Et donc, évidemment, on les remercie. Puis, on peut voir ici qu'il y a une grande partie qui fait partie de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est vraiment un super partenariat qu'on a ici. Et puis, évidemment, d'autres chercheurs en biomatériaux, en revalorisation de déchets, donc tout ce genre de choses qui touchent au projet. Donc, je vous remercie pour votre écoute. On essaye d'agrandir tout cet écosystème. Donc, si vous avez des questions et que vous souhaitez un petit peu rejoindre ce projet, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup pour vos présentations. Merci pour votre écoute. Il nous resterait quelques minutes pour des questions, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, moi j'en ai une. C'est une question, en fait, qui s'adresse peut-être plus à Lucie et Juliette, qui est encore en phase avec le thème de la métamorphose, mais plus à un niveau vision d'entreprise. Bon, je pense que Lucien, ça fait 25 ans, si je me rappelle bien, que l'entreprise existe. Gentilhomme un peu moins longtemps quand même, mais plusieurs années, assez pour qu'il y ait plusieurs changements, transformations au niveau technologique. On évolue dans un secteur qui se transforme constamment. Comment, en tant qu'organisation, vous orchestrez cette recherche et développement-là pour rester toujours à l'affût des nouvelles technologies puis de ces transformations-là et les intégrer dans les projets? C'est vrai que c'est une question assez intéressante parce qu'on se fait toujours un petit peu poursuivre par produire des projets, réaliser des projets, et puis on prend toujours un peu moins de temps pour faire cette partie recherche et développement qui pourtant est une des parties les plus intéressantes. Je pense que de notre côté, on essaye de s'entourer au maximum de monde qui sont spécialisés dans certains points, notamment pour le projet Nocturne. Donc c'est vraiment ça, trouver les bonnes personnes avec qui s'entourer, puis essayer de créer un contact comme ça, et puis continuer. Je dirais que chez Gentilhomme, c'est assez fluide et organique. Les idées viennent dépendamment de la personne de l'équipe qui a envie de créer, tout simplement bidouiller avec une nouvelle affaire qui vient de sortir. Notamment, l'exemple de Gravity Orchestra fait partie d'une expérience du studio quand on était en pandémie, dans laquelle on a voulu explorer un peu justement un système de tracking particulier, avec justement l'angle de mélanger toujours le tangible avec l'intangible, donc d'avoir quelque chose de physique dans la main. Et on a fait des explorations avec différentes phases pour au final arriver à ce qui est Gravity aujourd'hui. Et ce que j'aime un peu dans les opportunités qu'on a justement à ce que les festivals nous invitent à publier, diffuser les œuvres, c'est d'avoir des supports différents en fait pour le faire, qu'on sorte un peu de l'écran pour aller vers une projection ou d'aller dans du miniature ou du encore plus grand. Ça, c'est des axes en fait qu'on aimerait plus développer. Ça vient vraiment d'envie à l'interne en fait, d'explorer un peu avec ce qui se trouve sur le marché. Je sais qu'on a un collègue en particulier qui fait de la veille aussi technologique, et on essaye de voir qu'est-ce qui se fait en ce moment, qu'est-ce qu'on peut innover de notre côté. Et je sais qu'on s'alloue du temps à l'interne vraiment pour pouvoir explorer plus
les envies et de créer nos propres propriétés intellectuelles. Ça, c'est un axe qui se développe de plus en plus au Québec. Il y a eu des aides, etc., avec la SODEC, tout ça. Et c'est quelque chose qu'on met en point d'honneur à garder du temps et faire évidemment les services, mais d'avoir une balance entre les deux. C'est vrai que Gentilhomme, c'est un très bon exemple de ce que je dépeignais tout à l'heure, cette espèce d'équilibre toujours à préserver entre services et propriété intellectuelle. Ce n'est pas évident, mais... Non, puis se garder du temps, c'est un luxe nécessaire. Exact. Toujours pas de questions dans la salle? Ah, on a une question. J'avais une question pour Lucie. Je voulais savoir si les projets étaient exportés uniquement aux États-Unis ou est-ce qu'il y a également l'Europe? De mémoire, je pense que l'Europe a eu des demandes. Actuellement, pour Pop, c'est un peu particulier parce que cette œuvre est développée en coproduction avec QDS International, donc les quartiers des spectacles, et ceux qui gèrent vraiment le répertoire, le calendrier de l'œuvre. Donc c'est eux qui reçoivent les demandes, qui font les démarches. Je sais que l'Europe peut faire partie des demandeurs, mais là je vais aller dans des détails assez spécifiques, mais on a créé cette œuvre au Québec, en Amérique du Nord, donc on a l'électricité en fait qui n'est pas la même. Et ça parfois c'est des détails un peu qui peut paraître petits, mais en fait c'est gros quand on veut faire le transport de ce type d'œuvre. Le raccordement parfois est un problème. Donc ça c'est quelque chose c'est pour ça que Pop est une des plus grosses œuvres d'envergure qu'on a créées. Gravity Orchestra est un peu petit format qui est venu répondre un peu à cette problématique. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait créer qui soit un peu plus petit, dans un format pactable, pour pouvoir l'exporter plus facilement. Donc c'est des questions qu'on se pose. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il ne reste vraiment pas beaucoup de temps à la rencontre. Est-ce que j'ai le droit à une question, moi? Ce serait une question plus pour XN Québec. C'est pour tout le monde, dans le fond. On a parlé de défis au niveau des talents, de la rétention, puis d'attirer des talents. Est-ce que c'est des talents créatifs, des talents numériques? Oui. De façon générale, c'est sûr que les talents créatifs, c'est... Puis bon, après ça, qu'est-ce que la créativité? Tu sais, un producteur est un créatif d'une façon différente d'un réalisateur ou d'un designer. Tous ces talents-là sont nécessaires dans les équipes, mais le personnel de soutien aussi. Je pense que ça serait intéressant d'entendre les gens en entreprise comme telle. Ceci dit, je n'ai pas l'impression que ce sont les entreprises qui ont le plus de difficultés à retenir leurs talents. Mais donc, en fait, on est un écosystème qui évolue dans la même ville, dans le même plus large écosystème qu'une industrie du jeu vidéo qui est très ensemble. Ils ont eu des petits soucis avec les crédits d'impôt. On va voir où ça va les amener. On souhaite qu'elle reste très en santé, mais qui est beaucoup plus lucrative que notre industrie, notre sous-secteur à nous. Et on se bat souvent pour les mêmes talents, les mêmes types de créatifs. Et être attractif quand on a un moindre budget, c'est parfois un peu difficile. Fait qu'il y a ça. Mais c'est sûr que tout le personnel périphérique est aussi important là, pour la croissance des entreprises que les créatifs à proprement parler. Je ne sais pas si je réponds à la question. Totalement. Génial. Il reste 2 minutes 11. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on pourrait... Il y en a une? Moi, bon, wow, c'est cool. Tu sais, ma question, c'est comme là, on parle, comme tout est beau, là, mais on a des années un peu difficiles. Juste ici à l'ONF, on vient de perdre tout le volet multimédia web, là, qui est quand même... Gentilhomme n'existerait pas s'il n'y aurait pas eu ça, les quartiers des spectacles. Je veux dire, moi, je suis responsable sur un CA d'artistes pour vidéographes. Puis, je veux dire, tout ce qui est financement et développement, je veux dire... On vient de voir en 4 mois tout ce qui est VFX se faire détruire juste pour des subventions. Comment XN, mettons, voit un futur pour notre micro milieu créatif? C'est une question qui est très complexe pour la minute 13 qui reste à l'agenda. Mais c'est une question qui nous préoccupe beaucoup. Puis c'est ça, je ne voulais pas rentrer là-dedans trop. Là. Puis effectivement,
le milieu de la VFX, le milieu du jeu vidéo, qui ont été très, très affectés par les coupes de crédit d'impôt, entre autres. Dans le cas de la VFX, il y a aussi eu les grèves à Hollywood qui n'ont vraiment pas aidé. Et évidemment, c'est des secteurs qui sont complémentaires et complètement interreliés avec le nôtre. Fait que nous, pour l'instant, on ne voit pas encore on ne le ressent pas encore directement, mais on commence à le sentir, l'effet. On commence à sentir qu'il y a plus de gens qui cherchent un travail. On commence à sentir un petit peu plus de pression de ce côté-là. Ce qui est encore, je dirais, disons, l'avantage de l'inconvénient de notre secteur, c'est qu'on a bénéficié d'absolument aucun soutien pendant tellement longtemps, puis on est encore soutenu de façon tellement minimale. C'est pas directement les studios de production d'expérience numérique. Ne me comprenez pas mal, il y a des membres de XN qui sont directement touchés par ces coupures-là, puis ça nous préoccupe beaucoup. Mais les studios qui sont plus dans l'immersif, dans les installations, ne bénéficiaient pas des mesures qui ont été coupées. Donc, on est encore en train d'essayer de chercher à faire créer ces nouvelles mesures-là. Mais c'est sûr que du côté de XN, c'est de continuer à aller vers les décideurs, à faire de l'éducation, à essayer de faire comprendre les besoins de notre secteur, de l'écosystème plus large, puis essayer de faire en sorte que ça aille dans la bonne direction. Ça va me faire plaisir d'en parler plus en détail, si vous le souhaitez, hors de cette salle éventuellement. On est à zéro, là. Parfait. Merci beaucoup pour ce superbe panel et ces superbes projets. On va avoir une pause de 10 minutes. On se retrouve ici à 15 heures. Et je voudrais également vous mentionner qu'après ce second panel, il va y avoir la diffusion d'un film. Donc, la soirée va continuer plus tard. Okay. Merci beaucoup. Merci.